Nouveau numéro de décryptation Niveau d'Info. Bonsoir et merci de nous rejoindre au Soudan. Une guerre oppose depuis avril 2023 l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires du FSR de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo Hamidi. Et près d'une année et demie de guerre civile au Soudan qui a coûté la vie à 14 000 personnes. Mais ce conflit a également obligé 10 millions de personnes à fuir et a plongé 30 millions de citoyens soudanais dans l'insécurité alimentaire. Selon l'ONU, la situation reste toujours préoccupante. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Les chiffres de cette guerre sont terrifiants, mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'aucune résolution ne parvient à calmer les combats. Oui, les chiffres sont terrifiants et quand on regarde la cause de la guerre, on s'interroge davantage. Il faut le dire simplement, c'est deux généraux gâtés qui sont en train de mettre le Soudan dans cette situation parce que chacun d'entre eux veut diriger par la force le Soudan. Et on s'interroge précisément sur quoi? Jusqu'où ira la guerre? Mais tout le monde savait dès le départ jusqu'où la guerre va aller parce que ce qui est curieux, vous avez deux généraux qui se connaissent très bien, qui ont été ensemble dans les exactions au niveau des populations du Darfour pendant les guerres internes au niveau du Soudan, qui sont arrivés au pouvoir ensemble et c'est au moment où il fallait faire la passation, parce que dans la transition soudanaise, il était prévu une phase où la transition est dirigée par les militaires et une phase suivante où la transition est dirigée par les civils. Arrivé à la transition des civils, les civils leur ont dit non, on ne peut pas avoir plusieurs chefs militaires, il faut qu'on sache qui est le chef et qui suit. Chacun a voulu être le chef et voilà ce que ça a donné aujourd'hui, une guerre qui dure. Avec les chiffres que vous donnez, 10 millions de populations déplacées, imaginez dans quelles conditions humanitaires se trouvent ces populations, simplement parce qu'il y a deux personnes qui, pas seulement veulent accéder au pouvoir, mais chacune des personnes veut éliminer obligatoirement l'autre. Et ce sont ces deux généraux qui ont mis le Soudan aujourd'hui dans cette situation. C'est inadmissible. Plusieurs mois de conflit et aucune résolution n'est parvenue à calmer les combats. Est-ce que les appels à l'aide sonnent finalement dans le vide? Mais les appels sonnent dans le vide puisque il y a eu plusieurs phases dans ces négociations. La guerre a commencé en avril 2023. Très tôt, il y a eu des négociations au niveau de Djidda. En ce moment, les forces rapides de Daglo n'étaient pas en très bonne position au niveau du Soudan. Vous avez plutôt le général Hamdan qui était en position de force. Là-bas, il y a des accords qui avaient été signés demandant à ces forces d'intervention rapide de quitter les hôpitaux, les villages, les domiciles privés, etc. Après, il s'est posé un problème. Il y a eu un retournement de situation sur le terrain. Les forces du général Hemeti aujourd'hui occupent une bonne partie du Soudan. Et ils ne se reconnaissent plus, puisque c'est ça la vérité, dans les accords qui avaient été signés à l'époque au niveau de Jeddah en Arabie Saoudite en mai 2023. Alors que ceux du général Hamdan aujourd'hui disent que il n'y a plus de négociations à faire. Ce qu'on doit faire, c'est d'appliquer les accords qui avaient été signés à Jeddah. Et c'est ça qui a fait échouer la rencontre de Genève, parce que le gouvernement a dit que ce n'est pas la peine d'envoyer une délégation, puisque nous ne voyons pas qu'est-ce qui va être discuté. Il faut travailler à appliquer plutôt les accords qui avaient été signés. Une autre chose qui complique la situation, c'est qu'aujourd'hui, le général Hamdan veut obliger les États à le reconnaître comme étant le gouvernement légitime du Soudan. Alors qu'il y en a qui ne l'ont pas fait jusqu'à présent, y compris parmi ceux qui participent à la médiation. Pendant ce même moment, les FSR disent le contraire. Ils disent qu'eux, ils ne négocient pas avec le gouvernement soudanais, ils négocient avec une partie de l'armée du Soudan. Bon, il y a toutes ces complications qui font qu'effectivement, quand on veut les mettre ensemble, c'est extrêmement compliqué puisque chacun tire la couverture de son côté pour se mettre dans la bonne position et gagner le maximum possible s'il va falloir signer un accord. Et la réunion de Genève annoncée pour le 14 août dernier donc n'a pas tenu toutes ses promesses. Et il y a un nouveau round de pourparlers qui s'annonce. Il y a eu un nouveau round qui a même eu lieu, qui n'a pas eu lieu, qui devait avoir lieu, on va le dire, en Égypte. Mais les mêmes problèmes de Genève sont venus en Égypte. Puisqu'en Égypte, de façon officielle, on nous dit que c'est une question de protocole.
C'est ce que dit le responsable américain chargé de cette guerre au niveau du Soudan. Mais quand vous regardez dans la presse soudanaise et dans ce qui est écrit un peu partout, ça dépasse cela. Il y a des problèmes parce que l'Américain lui-même trouve que le ministre soudanais qui représente Hamdan, le général Hamdan, celui-là, il est trop accroché aux accords de Djeddah dont je parlais tout à l'heure. Et s'il s'accroche aux accords de Djeddah de la sorte, il n'y a aucune porte de possibilité de discussion avec les autres. Donc lui, il a souhaité que ce ministre-là ne soit pas présent, qu'on trouve quelqu'un qui puisse accepter de négocier. Le gouvernement a dit non, c'est lui ou rien. Et finalement, le gouvernement n'a pas envoyé de délégation parce que considérant que c'est celui-là qui devait partir, et avec raison, il considère que ce n'est pas aux Américains de choisir qui va les représenter à une négociation. Bien que le médiateur n'avait pas tort parce qu'il savait que si celui-là vient, on connaît déjà sa position, il ne risque pas de bouger. Mais dans une négociation, s'il y a une partie qui dit je ne bouge pas, ça veut dire que la négociation également ne bougera pas. Et c'est ce à quoi on a assisté, de sorte que le secrétaire d'État américain Blinken était au Caire, mais finalement, il n'y a pas eu de négociations. Mais en revanche, ces réunions ont permis tout de même d'ouvrir des couloirs humanitaires. Oui, ça, il y a eu une pression des deux côtés. Puisque comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez 10 millions de personnes qui sont déplacées, oui. Vous avez des hôpitaux qui ont été bombardés, vous avez des personnes qui sont blessées, vous avez des malades, vous avez des gens qui ont besoin de pouvoir avoir de l'eau, de la nourriture et qui ont des difficultés pour l'avoir. Il faut le rappeler, même pendant la guerre, il y a ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Il doit y avoir ce qu'on appelle des couloirs humanitaires qui permettent à des populations qui ne participent pas à la guerre de pouvoir continuer à vivre, j'allais dire, avec le minimum. Mais ça, il y a une pression qui a été faite au niveau des deux parties pour que les gens acceptent finalement que cette aide puisse rentrer et qu'on puisse aider des populations soudanaises qui ne souhaitent pas cette guerre, qui ne sont pas dans cette guerre et qui subissent les caprices tout simplement de deux généraux qui veulent prendre le pouvoir au niveau du Soudan. Il faut dire que les pressions ont marché des deux côtés. Il y a des camions qui sont rentrés pour pouvoir soulager certaines des populations du Soudan. Jusqu'à présent, seuls les FSR ont participé aux réunions. Une rencontre annoncée donc à Genève, prévue en tout cas dans les mois à venir. Mais déjà ce samedi, Abdel Fattah al-Burhan a déclaré ne pas, en tout cas, vouloir participer à cette réunion et pourtant en place déclare qu'ils sont prêts à faire encore la guerre au camp rival pendant 100 ans. Ben, c'est toute la difficulté. Je dis que c'est comme si l'un veut exterminer l'autre et réciproquement. C'est tout le problème avec cette guerre. C'est comme si on a complètement oublié le pays qui est le Soudan. On a complètement oublié les populations soudanaises qui sont prises au piège et dans la difficulté. Dans un pays qui avait déjà énormément de problèmes, parce que n'oublions pas qu'il y a eu des manifestations qui ont abouti à la chute de l'ancien président El-Béchir, qui avait installé cette transition, qui s'est déroulée pour la moitié de la transition, même avec des difficultés, parce que ça ne s'est pas passé facilement. Pour l'autre moitié, on a assisté à ce que nous voyons actuellement. Il y a une autre complication dans cette affaire, c'est les appuis d'un côté et de l'autre. Puisque malheureusement, comme ça se voit souvent dans une guerre, chaque côté a des soutiens. Et ces soutiens font partie de ceux qui font la médiation, de sorte que quand les FSR parlent avec Daglo, ils disent que non, on est dans une négociation où il y a dans la négociation des gens qui soutiennent le camp adverse. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a dans la négociation également des gens qui soutiennent ce camp Daglo contre le camp du général qui considère actuellement que c'est lui le pouvoir légitime au niveau du pouvoir. Donc des deux côtés, vous avez également des forces extérieures qui sont là, qui interviennent. D'ailleurs même, vous avez Wagner qui est là sur le terrain. On annonce même que l'Ukraine également est sur le terrain pour dire que quand on met ces forces étrangères dedans, on risque de reproduire l'expérience de la Libye, où finalement, résoudre le problème va être encore beaucoup plus compliqué, parce qu'en plus de l'enjeu Soudan, il va y avoir un enjeu lié à d'autres pays qui viennent se mêler
à cette guerre. Et il faut le rappeler, la médiation co-parrainée par l'Arabie Saoudite et la Suisse inclut l'Union africaine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'ONU en tant qu'observateur et l'ensemble formant l'acronyme ALPS, Allied for Advancing Life Saving and Peace in Sudan Group. Et pour l'heure, comme je le disais, seuls les SFR participent donc aux réunions. L'autre camp continue de contester donc le format des pourparlers. Tout à fait. Le problème, c'est que l'autre camp, le camp qui se veut gouvernement légitime, reproche à certains des médiateurs que vous avez cités de ne pas les reconnaître comme gouvernement légitime, puisque c'est ça que Burhan demande. Et il dit, avant que les gens ne viennent pour faire de la médiation, ils doivent le reconnaître comme gouvernement de façon légitime. En plus, Burhan est dans la position de ce ministre que le médiateur américain ne veut pas voir. On avait signé des accords. Certains parmi ces pays étaient là-bas quand on signait des accords, en particulier les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Quand on signait des accords de Jeddah, Burhan veut qu'on applique les accords de Jeddah. Parce qu'il ne faut pas oublier que Burhan, c'était l'armée régulière, si on peut l'appeler ainsi. Ils étaient dans des bases militaires. Les FSR ont dû improviser des espaces pour les transformer en bases. Et ils ont utilisé parfois des hôpitaux, c'est effectivement vrai, pour les transformer en place stratégique pour mettre les militaires. Et l'accord disait qu'ils devaient sortir de toutes ces zones qu'ils ont militarisées avant qu'on avance dans la négociation. Mais comme je l'ai dit tantôt, sur le terrain, mais les données ont complètement changé aujourd'hui. On n'est plus en 2023, d'ailleurs on est en 2024, et sur le terrain, le FSR a occupé beaucoup plus d'espace que ce que le FSR occupait au départ, de sorte que, se sentant en position de force, le FSR ne veut plus entendre parler des accords de Jeddah. Et ça fait qu'on a un blocage absolu entre quelqu'un qui se réfère à Jeddah et une autre personne qui pense que Jeddah fait partie de l'histoire. 16 mois de guerre civile et les deux camps ont été accusés de crimes de guerre, notamment de bombardements aveugles de zones habitées. Dans ce conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes selon l'ONU. Et une guerre civile loin de se terminer si seulement il faut compter que sur l'engagement des deux camps rivaux. Mais c'est clair, s'il faut compter que sur ces deux généraux, on n'a pas encore vu un seul parmi eux se mettre dans une logique de négociation. Chacun se met dans une logique de victoire. Quand on les montre avec leurs troupes, chacun promet la victoire à ses troupes. Aucun ne se met dans une logique de pouvoir faire une négociation. Chacun attend à ce que l'autre dépose les armes. Et quand je dis dépose les armes, ce n'est pas par la négociation, mais par la force. Donc, il va falloir très certainement, la pression qui a été faite pour les obliger à laisser 3 couloirs humanitaires, il va falloir faire une pression aussi forte pour que ces deux généraux acceptent d'arrêter cette guerre. La question, quelle issue donc à cette guerre pour éviter une Libye bis sur le continent? Mais ça va être compliqué puisque ce qui crée la Libye, ce qui risque de créer une Libye bis au niveau du Soudan, c'est des enjeux qui sont en dehors du continent africain. J'ai parlé de Wagner tout à l'heure, mais les Américains sont là-bas. Et tout le monde sait c'est quoi la relation entre la Russie et les États-Unis, c'est quoi la relation entre la Russie et l'Ukraine, parce que l'Ukraine également est là-bas. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'un est dans un camp, l'autre se trouve dans le camp opposé. Mais ces enjeux ne sont pas des enjeux soudanais. Ce ne sont pas des enjeux soudanais. C'est des enjeux géopolitiques concernant d'autres pays qui viennent régler leurs problèmes sur le territoire africain. Mais c'est à nous, Africains, de le refuser. Nous avons suffisamment de problèmes à régler et que nous n'avons pas réglé. Il n'est pas logique qu'on aille porter encore les guerres et les querelles des autres, alors que nous-mêmes, nous avons des guerres et des querelles qui ne finissent pas. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.